Dans Le Brief, l'actualité est présentée par de vrais connaisseurs. Chez Argenta, c'est votre expert en patrimoine qui vous connaît vraiment. Argenta, c'est aussi simple que ça. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 12 août et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre. Le Brief de l'Écho. Les restrictions territoriales nous coûtent plus de 800 millions d'euros par an. Il s'agit de ces limitations imposées par les marques et les fournisseurs aux grandes surfaces et ça se voit sur le prix de notre ticket de caisse. Les pensionnés seront les plus touchés par le saut d'index partiel. À eux seuls, ils vont perdre un demi-milliard d'euros par an. Et puis en fin d'épisode aujourd'hui, on ira à Wavre. La ville met la dernière touche aux préparatifs. Elle accueille l'autre Coupe du Monde à partir de ce week-end, la Coupe du Monde de hockey. Et elle compte bien capitaliser sur l'événement pour retrouver un nouveau dynamisme, on vous le raconte. Je suis Julie Vilquet, bienvenue dans Le Brief. Le Brief. Cette info dès 7h. Pourquoi nos courses nous coûtent souvent plus cher ici qu'à Lille ou à Maastricht par exemple ? Ce matin, on se plonge dans la restriction territoriale d'approvisionnement quand les fournisseurs empêchent nos supermarchés de s'approvisionner là où c'est moins cher en Europe. Selon Comeos, la Fédération du commerce belge, avec cette pratique, ce sont 825 millions d'euros supplémentaires chaque année qui sortent de nos poches. Dominique Liès, c'est toi qui as donc décortiqué nos tickets de caisse. Dis-nous comment elles s'y prennent, ces entreprises, pour bloquer nos distributeurs. Alors c'est une pratique, je dirais pas très transparente aux yeux du consommateur, mais qui est très perturbante pour les distributeurs. Par exemple, Mondelez avait limité les achats de distributeurs belges en supprimant ou en réduisant les volumes qu'ils octroyaient à certains grossistes, et ils ont quasiment même interrompu les ventes vers un intermédiaire allemand qui avait des relations avec des clients belges. Donc ça, c'est une façon. AB InBev, lui, a été autrement. Donc AB InBev vendait des canettes de Jupiler aux Pays-Bas, des canettes dont le prix était inférieur à celui vendu en Belgique, mais les distributeurs belges ne pouvaient pas acheter sur le marché parce que AB InBev avait retiré de ses étiquettes toutes les mentions en français. Donc il y a différentes subterfuges comme ça qui existent permettant de limiter l'approvisionnement de certains distributeurs sur certains marchés. Oui, d'ailleurs, Mondelez et AB InBev ont dû payer des amendes allant de 200 à plus de 300 millions d'euros. Mais donc, Dominique, ces pratiques, elles nous coûtent aussi cher à nous, les clients. Combien exactement pour un ménage ? Oui, donc en fait, tout part d'une estimation de l'Union européenne qui donc a annoncé que si on limitait ou si on interdisait cette restriction territoriale d'approvisionnement, le consommateur européen dans sa totalité pourrait économiser plus de 14 milliards d'euros par an. Donc Comeos a pris sa machine à calculer, a remis ce chiffre par rapport au marché belge et est arrivé à une économie potentielle annuelle pour les ménages de 825 millions, ce qui représenterait par an pour chaque ménage un pouvoir d'achat augmenté de 160 €. Et la Commission européenne veut régler le problème. Une consultation est en cours jusqu'à fin septembre. Ensuite, la Commission soumettra une proposition en début d'année prochaine. Merci Dominique. La limitation partielle de l'indexation va coûter plus d'un demi-milliard d'euros par an aux pensionnés d'ici 2030. La mesure entrera en vigueur dès septembre et sur le papier, elle touche tout le monde via les salaires, les allocations ou les pensions. Mais dans les faits, ce sont bien les pensionnés et surtout les anciens fonctionnaires qui vont trinquer. Dès le 1er septembre, l'indexation de 2% ne s'appliquera plus qu'à une seule tranche du revenu. 2 000 € pour les allocations, 4 000 € pour les salaires. Sauf qu'une pension sur deux dépasse ce seuil, surtout chez les anciens fonctionnaires. Résultat, sur les 620 millions d'euros d'économies attendues en 2030, eh bien les pensions représentent à elles seules 80% de l'effort. Les syndicats annoncent déjà un recours auprès de la Cour constitutionnelle. Vous aviez prévu des travaux chez vous, vous pensiez être tranquille en payant 6% de TVA sur ces travaux de rénovation. Et pourtant,
Surprise, le fisc peut parfois revenir des mois plus tard pour réclamer la différence de TVA jusqu'à 21%. C'est un piège qui touche de plus en plus de propriétaires et la facture peut très vite s'élever à des milliers d'euros pour un mur porteur ou quelques mètres carrés en trop, avec bien sûr en plus des amendes. Maxime Delru, tu reviens sur ce dossier dans nos pages aujourd'hui. Explique-nous, qu'est-ce qui fait basculer une rénovation d'un taux de TVA à 6% à un taux à 21%? Alors, il y a plusieurs critères. Le premier, c'est l'âge. Un bâtiment de moins de 10 ans sera d'office taxé à 21% de TVA. S'il a plus de 10 ans, la TVA de 6% est possible. Deuxième critère, c'est la superficie. Quand on ajoute de la superficie, il ne faut pas que les nouveaux mètres carrés soient plus grands que les mètres carrés préexistants. Donc, si vous avez une habitation de 150 mètres carrés, vous ne pouvez pas construire plus de 150 mètres carrés supplémentaires au risque d'être taxé à 21%. Et puis, il y a le troisième facteur qui est la structure. La nouvelle structure complète doit reposer à plus de 50% sur la structure portante préexistante. Mais tu t'en doutes, il y a plein de nuances et de façons parfois assez compliquées de calculer tout ça et ça peut devenir un véritable casse-tête. Oui, et pour ça, tu as consulté un avocat fiscaliste. Parfois, il y a effectivement de vraies questions d'interprétation. Alors, en cas de désaccord avec le fisc, qu'est-ce qu'on a comme recours ? Alors, il y a deux recours principaux possibles. Il y a le recours administratif, mais d'après l'avocat en question, il est rarement concluant puisque le fisc n'aurait pas régulièrement très envie de se mettre à table pour arriver à un compromis. L'autre voie, évidemment, c'est de passer devant les tribunaux. Merci Maxime. Et un conseil donc, avant de signer un devis, mieux vaut vérifier le taux applicable. Ça se passe sur le site du SPF Finance et ça évitera les surprises à retardement. 25% de pertes sur les tomates, du maïs qui ne fera pas de grains et des patates trop petites pour un bon rendement. La sécheresse est en train de plomber toute la saison agricole belge et la note pourrait bientôt arriver aussi dans nos assiettes. Selon Comeos, si la sécheresse se prolonge, on risque tout simplement de produire moins de fruits et de légumes et donc de voir monter les prix. Et il n'y a pas que chez nous que la sécheresse actuelle a des conséquences. En Allemagne, le Rhin a atteint un niveau historiquement bas, à tel point que plusieurs Länder ont dû rouvrir leurs autoroutes aux poids lourds le dimanche pour sauver les chaînes d'approvisionnement du pays. La pluie se fait attendre et avec elle, c'est toute l'économie du vieux continent qui commence à en payer le prix. C'est aussi une conséquence du dérèglement climatique, mais cette fois-ci, c'est une conséquence commercialement plus intéressante. La Chine mise désormais sur l'Arctique pour rejoindre l'Europe. Un armateur chinois ouvre aujourd'hui une liaison maritime hebdomadaire vers le Royaume-Uni. Il s'agit de l'Ice Silk Road, la route de la soie glacée. Cette route maritime ne fonctionnera qu'à la belle saison, mais l'idée, c'est bien de contourner le canal de Suez en passant par le nord. Ça fait gagner 2 semaines et en ce moment, ça permet aussi d'éviter des zones de tir des rebelles houthis à l'entrée du canal de Suez. Par contre, le passage arctique a aussi ses inconvénients. Il faut longer la Russie sur plus de 5000 km et se soumettre au contrôle de l'entreprise État russe Rosatom. Et puis l'Arctique, c'est toujours dangereux. Autre limite, et non des moindres, la route ne sera ouverte que quelques mois par an et les plus gros porte-conteneurs ne peuvent tout simplement pas passer. Je vous propose maintenant de revenir sur le méga crédit annoncé par Nvidia. Je vous l'annonçais hier, un accord a été signé entre le fabricant de puces et 6 géants de la finance mondiale pour mobiliser potentiellement plus de 500 milliards de dollars, de l'argent qui servira à développer le financement de l'intelligence artificielle pour l'entreprise. Au-delà du montant, il y a aussi tout ce que ça dit de la stratégie d'Nvidia. Avec cet accord, l'entreprise ne veut plus se contenter de fournir la technologie. Le géant américain cherche aussi à structurer le financement qui permettra à ses clients d'acheter ses produits. Maxime Samin, c'est toi qui décrypte ça pour nous. Salut. Bonjour Julie. J'ai 2 questions. D'abord, est-ce que Nvidia est en train de créer un nouveau modèle économique autour de l'intelligence artificielle ? Et puis, surtout, pourquoi le groupe se lance dans ce système ? Ouais, c'est pas un modèle qui est totalement nouveau, hein, il faut être honnête. On finance déjà de cette manière des leasings d'avions, par exemple, des immeubles ou des infrastructures énergétiques. Mais ici, Nvidia l'adapte à l'intelligence artificielle et à une échelle qui est quand même assez inédite. Et donc, on a des véhicules financiers qui vont acheter ces équipements à crédit et puis qui vont louer leur puissance de calcul aux clients d'Nvidia. Et pourquoi est-ce que le géant fait ça ? Parce qu'en fait, le principal frein à la croissance d'Nvidia aujourd'hui, c'est plus seulement un frein technologique, c'est surtout la capacité de ses clients à financer ces investissements colossaux. Et donc, l'idée ici, c'est qu'Nvidia ne se contente plus de répondre à la demande, elle organise le crédit qui permet de la créer, en fait.
Oui, parce qu'on le sait, faire tourner l'intelligence artificielle, ça coûte extrêmement cher. Mais par contre, si la demande en IA ralentit, là, est-ce que cette nouvelle mécanique financière ne risque pas d'amplifier les difficultés ? Oui, parce que ce système, en fait, il repose sur une demande qui est très forte et durable. Si les centres de données tournent moins que prévu, par exemple, et les revenus locatifs, eux, vont diminuer aussi, mais la dette, elle restera remboursée. Et contrairement à un immeuble ou un avion dont on parlait, une puce, elle peut perdre très très rapidement sa valeur lorsque, par exemple, il y a une nouvelle génération qui arrive. Donc Nvidia crée une forme de boucle qui est potentiellement dangereuse où le crédit stimule ses ventes, mais si la demande ralentit, ses clients et ceux qui la financent peuvent se retrouver fragilisés en même temps. Merci Maxime, et on peut effectivement retrouver toute ton analyse et ton édito sur le site et sur l'app de l'Écho. Je vous l'avais promis en ouverture, je vous propose maintenant un détour par Wavre aujourd'hui. Pendant 15 jours, la ville va se transformer en capitale mondiale du hockey. À partir de ce week-end, elle accueille la moitié des matchs de la Coupe du Monde. L'autre moitié se jouera aux Pays-Bas. Pour Wavre, c'est l'occasion de tenter de redonner un peu de vie à son centre-ville. Il souffre depuis plusieurs années de la fermeture de nombreux commerces. Sander Flassenbroek, tu t'es rendu sur place avec des dizaines de milliers de visiteurs attendus. On imagine bien que la ville a mis les petits plats dans les grands. Qu'est-ce qu'elle a prévu ? L'idée, en fait, à Wavre, c'est vraiment de montrer que la ville, elle est agréable à vivre, qu'il y a des commerces de qualité, qu'il y a des commerçants qui ont envie vraiment de faire vivre cette ville. Ça, c'est ce que m'a expliqué Aurore Goyens de Heusch, c'est l'échevine en charge de l'économie. Pour eux, en fait, à Wavre, il y a une volonté de montrer qu'il y a une offre commerciale. Donc, il y a des commerçants qui ont décoré leurs vitrines, ils ont étendu les horaires de l'Horeca, ils ont créé des terrasses dans certaines rues. Donc, on voit que de manière générale, la ville s'est adaptée à la compétition. Et puis, les visiteurs, ils vont aussi être encouragés à traverser la ville. Pour donner un exemple, tous les visiteurs qui arrivent en train, depuis la gare de Wavre, ils devront parcourir, en fait, les rues du centre-ville. Et donc, ils passeront devant les commerces. Et donc, il y a un peu une envie de capitaliser sur ce flux, forcément, des gens qui arriveront, puisqu'on parle quand même de 10 000 personnes par jour environ. Oui, bien sûr, parce que l'enjeu pour la ville, il dépasse largement les aspects sportifs. Le centre de Wavre, aujourd'hui, il compte plus de 20% de commerces vides. Oui, c'est vrai qu'il y a une vacance locative élevée à Wavre. Donc l'idée, en fait, c'est vraiment d'avoir une visibilité plus importante, que ce soit aux yeux du public belge ou même du public de la région, de Wavre et des communes aux alentours. Donc la ville, elle va se montrer sous ses plus beaux atouts. Mais voilà, quand j'ai parlé aux commerçants dans la ville, ils me disent aussi qu'il y a des problèmes structurels qui ne vont pas être réglés en 2 semaines, évidemment. Il y a une ville qui n'est pas suffisamment sexy, c'est même le mot utilisé par les commerçants eux-mêmes. Ça reste une ville très bétonnée, il y a beaucoup de parking, peu d'espace vert. Donc voilà, on sait que pour vraiment améliorer la situation sur le long terme, il faudra des choses beaucoup plus structurelles que juste 2 semaines de compétition, même si on espère quand même capitaliser sur la compétition et sur le hockey qui va revenir à Wavre avec la Pro League qui sera installée là chaque année. Et en tout cas, pendant ces 2 semaines, 50 matchs sont prévus, dont la finale masculine. En tout, ce sont 110 000 visiteurs qui sont attendus dans la cité du Maca. C'est la fin de ce brief. Merci à Enzo Coduti qui était à la préparation. Merci à vous aussi qui nous écoutez. Je vous retrouve demain, même lieu, même heure. D'ici là, passez une bonne journée. C'était l'essentiel de l'info en 7 points avec le brief. Chez Argenta, l'essentiel tient en 2 points. Voici le bref. Premier point. Nous rendons le personal banking vraiment personnalisé, grâce à des conseils financiers à taille humaine, également pour les grands patrimoines. Deuxième point. Des investissements exclusifs et un banquier qui vous connaît. Voici comment nous faisons la différence chez Argenta, avec des conseils qui vous correspondent vraiment. C'était le bref d'Argenta. C'est aussi simple que ça.